J'ai échoué dans un premier projet avant Studeli. Je me suis marié l'année où j'ai créé Studeli. Et c'est même pendant mon mariage que tu es en train de gérer cet indice-là. Donc pendant le mariage, ça se trouve, à certains moments, il était comme ça. Pour moi, je ne veux pas qu'en promouvant l'entrepreneuriat, on détruit le salariat. Les entrepreneurs sont devenus les traders de 2009 avant la crise 2008, avant la crise 2008. C'est plutôt des effets de mode. Je tacle pas que Philippe Simon, il y a tous les autres, parce qu'ils vendent des formations. Est-ce que tu peux nous donner la plus forte somme d'argent que tu as perdue? C'est l'un des reproches souvent on dit à Studeli, vous aider à faire la fuite des cerveaux et tout. Nous sommes dans une compétition mondiale. C'est pas en s'asseyant forcément en Afrique qu'on va maîtriser tout. Pour moi, le Back to Africa ne veut pas dire rentrer en Afrique. Ça veut dire aider l'Afrique par les moyens qu'on peut. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié des jeunes de la diaspora. Ici, on parle de divers sujets d'ordre scolaire, professionnel et même culturel. Bref, de tous les sujets qui nous rassemblent, nous, jeunes qui avons fait le courageux choix de quitter nos pays d'origine pour nous installer en Occident. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant à cette chaîne, en likant et en commentant nos anciennes vidéos. Bref, en faisant grossir la communauté, car c'est ensemble toujours plus fort qu'on pourra construire des contenus plus pertinents pour la communauté. Bonjour Duplex. Bonjour Ralph. Comment tu vas? Très bien, et toi? Très bien. Encore une fois, merci d'être sur le plateau, merci d'accepter d'échanger avec nous. Moi, je suis tombé sur un truc, c'est plus en rapport avec Studeli. On va voir si tu as une bonne mémoire. Donc, je vais te dire une phrase et je vais voir si tu vas réussir à répondre spontanément avec ce que je vais dire. Si je te dis, tu sais que je l'ai fait, ça te fait penser à quoi? Tu sais que je l'ai fait. Je vais faire un peu avec le refrain. Tu sais que je l'ai fait. Parce que j'ai osé. Exactement. Et s'il fallait revenir en arrière? C'est que j'allais oser. Donc tu vois, là, tu ne vas pas coincer. Hein. C'est le refrain de l'hymne de Studeli. L'hymne de Studeli. L'audace, c'est Ardo So, qui est l'auteur-compositeur, qui est un ancien collaborateur de Studeli, étudiant étranger sénégalais. Qui a composé. Quand on lui a dit de composer, il avait déjà tout écrit. En 15 minutes, il a fait cette chanson. Travail de pro. C'est un très grand Moi, chanteur, j'aime bien l'hymne. Ouais, exactement. C'est notre... c'est quand notre motivation, quand on met même dans toutes nos communications, c'est vraiment la vidéo qui passe. Tu sais que je l'ai fait parce que j'ai osé. Et s'il fallait revenir en arrière, je n'aurais rien changé. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es? Oui, je suis Duplex Kamgan, je suis le fondateur de Studeli. Studeli qui est la plateforme qui permet aux étudiants de pouvoir aller étudier à l'étranger en toute sérénité. Voilà, ça c'est la définition à tous les étudiants du monde qui veulent venir étudier à la fois en Allemagne, en Belgique et en France. Tout grand projet, même on voit souvent les images, même des Steve Jobs dans leur garage. Tout le monde a commencé petit. Et tout le monde a commencé à partir d'une certaine problématique qu'il voulait résoudre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la frustration par laquelle toi tu es passé pour démarrer? Tu t'es dit, on va lancer le projet-ci. Je l'ai déjà dit dans plein d'interviews, mais je le redis encore ici parce que certains ne me connaissent pas forcément. Il y a 15 ans, j'ai eu la chance d'avoir une admission dans une grande école de commerce en France. Et je croyais que le plus dur était effacé. Sauf que il fallait demander le visa. Je ne savais pas que, dans ma tête, une fois que tu as l'admission, tu entres dans l'avion. Tu es dans l'avion. Non, c'est pas comme ça. Le plus dur commençait pour moi. Et le plus dur dans le sens où il me fallait encore faire un entretien Campus France pour valider mon admission. Il fallait justifier mes ressources. Il fallait trouver un logement avant d'y arriver parce que dans les documents de demande de visa, il faut un logement. Parfois avoir certaines assurances et même parfois, une fois arrivé sur place, avoir un compte bancaire les premiers jours, payer la CVEC et autres. Et tout ça, surtout pour le justificatif de ressources, je me rendais compte que les banques étaient assez chères pour pouvoir fournir ce service. Et j'ai eu la frustration de me rendre compte que je devais payer à peu près 1 000 € de frais de service pour faire ma caution. Et la caution a toujours été 615 €.
Elle était à l'époque 415. Ok. Bon, on a profité. L'inflation est passée. Voilà. Et là, la caution de la banque, en fait, présentait un désavantage que ce n'était pas digital. Il fallait aller dans l'agence, attendre quasiment 1 semaine, 2 semaines, déposer les fonds, bref, un tas de trucs. Et de deux, une fois arrivé en France, il fallait ouvrir un compte, envoyer le RIB pour qu'on renvoie les fonds. Et troisièmement, pour celui qui n'a pas de logement et qui n'a pas de frais de famille et autres en Europe, comment il fait pour avoir, parce qu'il faut un garant en France, comment il fait pour avoir de logement? Est-ce qu'il peut s'en servir de cette caution bancaire d'une banque africaine, ou bien de son pays en local pour un Indien, pour pouvoir se porter garant en France? Non. Eh bien, c'était les 3 problèmes auxquels je faisais face et que j'ai fait face. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'existerait pas une solution qui remplit, qui résout tous ces problèmes? Et la solution était évidente pour nous, c'était de créer Studely. Et on l'a créé en 2016. Et voilà comment c'est parti. On a apporté une solution qui permet à l'étudiant, déjà, de payer moins de 500 € pour cette caution. De 2, de le faire en digital. On a commencé à le faire en 3 jours les premiers temps. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux deviner en combien de temps Studely le faire. En 5 minutes, tu peux souscrire à ta caution à l'aide de notre application mobile. En 5 minutes, c'est passé en 5 minutes. Tu top chrono, tu mets ton lettre d'admission, ton passeport, tous les éléments en 5 minutes, dans notre application mobile. Et tu peux l'obtenir en moins de 24 heures. C'est-à-dire que si tu fais ton dépôt et tu me donnes le justificatif des fonds. Les fonds sont là. L'enfant a pris l'avion, il vient d'arriver en moins de 24 heures, il a son argent. C'est encore même plus fort que cela. En fait, là, je parle encore au moment de la souscription de la veille. La souscription, ça se fait en 5-10 minutes sur notre application. Et pour souscrire, bien évidemment, il faut mettre ces informations, passeport, lettre d'admission. Oui, et ensuite, faire le paiement. Et le paiement, tu peux le faire par virement et nous envoyer le justificatif en moins de 24 heures. Une fois que les fonds sont là, nous, on délivre l'attestation en moins de 24 heures. Et pourtant, on a commencé en 3 jours. Avant, c'était en 72 heures. On est passé à 24 heures. Et on peut même mettre en moins de 24 heures parce que tu peux faire un dépôt en local. Dans certains pays où on accepte le dépôt en local, tu peux le faire même en 1 heure. Donc ça c'est vraiment une innovation assez forte. Le deuxième point, pour nous, c'est que l'étudiant qui obtient notre attestation, nous, on lui délivre une garantie financière pour pouvoir son loyer. Donc, on est garant, nous, Studely, pour son loyer. Beaucoup d'étudiants ne le savent même pas, mais Studely est le seul acteur aujourd'hui qui le permet de le faire. Et on est reconnu par les différents organismes de Crous en France pour avoir un logement au Crous. Il y a beaucoup d'étudiants, même parfois, qui ne passent pas par nous pour la caution. D'ailleurs, il faudra qu'ils les entendent de cela. Ils arrivent ici, au niveau de Crous, par exemple, de Val-de-Marne et certains Crous de l'Île-de-France. Le Crous leur envoie vers Studely pour dire, va faire la veille de Studely parce qu'ils vont te donner la garantie. D'accord. Donc, ça ne sert à rien de contourner Studely. Vous pouvez même directement passer par Studely. Donc, Studely est reconnu par ces organismes. Vous n'avez pas besoin d'aller dans d'autres acteurs comme Garant.me ou Studapart. Studely, aujourd'hui, en faisant son avis, et on a ça gratuitement. Donc, c'est un élément qui est très, très, très important. Le troisième, on s'était rendu compte, désolé d'être un peu plus long là-dessus, c'est que l'étudiant, et je pense qu'à ton époque, c'était cela, il y a combien de temps que tu as fait? Moi, je suis venu en septembre 2020. 2020, voilà. On n'était pas encore en néobanque. Désormais, Studely, c'est une néobanque. On a un compte de paiement avec une carte bancaire. L'étudiant, même dès cette année, il pourra, une fois qu'il a son visa, étant encore au Cameroun, avoir sa carte bancaire virtuelle dans l'application. Donc, il a déjà le compte. Il commence et une fois sur place, il reçoit sa carte bancaire physique. Il reçoit déjà ses virements. Donc, ça veut dire qu'il n'a même plus besoin de faire la démarche. Pourquoi on a fait pour résoudre ce problème? C'est parce que facilite le truc. Parce qu'il a fallu en moyenne un mois pour ouvrir un compte bancaire. Et nous, on se disait, et pour ouvrir un compte bancaire, on te demande où est ton logement. Pour avoir un logement, on te demande un compte bancaire. Finalement, comment tu fais? Donc, pour nous, on s'est dit, il fallait résoudre ça. On a résolu cela. Donc, Studely est le seul acteur en plus qui peut à la fois faire pour l'étudiant qui va autant les mêmes services, pour l'étudiant qui va en Allemagne, qui va en Belgique. Donc, on est le seul acteur mondial aujourd'hui dans le monde qui peut faire cela. Donc, ça, on est très fiers. Et d'ailleurs, je remercie mes équipes qui œuvrent tous les jours aujourd'hui. Et nous sommes plus de 60 collaborateurs dans le groupe. Worldwide. Voilà, worldwide. On a
Aujourd'hui, en propre, on détient plus de 7 pays, 7 bureaux, mais on est présent dans plus de 17 pays. Voilà, en physique. Voilà. Ok, c'est une belle histoire là que tu racontes, hein. Ça n'a pas dû être simple, j'imagine. J'ai vu quelques-unes de tes interviews où tu as dit que tu t'es pris quand même pas mal d'échecs au départ, non seulement dans la façon dont tu as approché les banques, ils n'adhéraient pas au projet. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a été compliqué par rapport à l'idée de départ que tu avais? Qu'est-ce qui a été compliqué, les murs par lesquels tu t'es heurté versus l'idée que tu as maturée à la fin qui est aujourd'hui Studeli? Effectivement, merci Ralph, j'aime bien surtout quand une personne m'interviewe et qu'il a lu mes anciennes interviews. Je me renseigne toujours sur ma cible, c'est classique. Ça montre que tu as bien lu ton bord, comme on dit. Voilà. J'ai mon fax, voilà, mon fax. Effectivement, oui, comme toute entreprise, et même avant Studeli, ce que les gens ne savent pas, c'est peut-être les exclus pour toi, j'ai lancé un projet et ça a échoué. Donc, donc j'ai investi 2 ans. J'ai investi 2 ans sur ce projet. J'étais avec des associés. Bon, ça ne s'est pas bien passé dans le cadre du projet et ça n'a pas marché. Donc, Studeli aurait pu faire comme ça. Là, on dit en général, dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a 80% des projets qui échouent. En fait, c'est plutôt normal d'échouer. Désolé de faire l'apologie de l'échec, mais c'est normal en gros d'échouer que de réussir. En fait, même l'échec est un succès. Je vais expliquer ça peut-être plus tard. En fait, parce que derrière l'échec, il y a des choses qu'on apprend et dont on mûrit et on peut être on peut revendre ça derrière. Donc, dans mon cas, j'ai échoué dans un premier projet avant Studeli. J'étais salarié, on reviendra peut-être là-dessus. Mon objectif n'était pas forcément d'être l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. C'était même pas mon rêve, honnêtement. Je souhaitais vivre ma petite vie tranquille, ne pas avoir des problèmes à 2 heures du matin. Voilà. Mais voilà. Et même, je ne parlais pas de petit, pour moi, c'était grand CDI parce que j'étais sur des très belles problématiques. Et tu étais chez EDF, c'est ça? Chez EDF et je travaillais sur l'énergie renouvelable, tout ce qui est climat, change et autres. Et je travaillais sur les financements structurés. On aidait pas mal de choses pour électrifier les zones reculées dans le monde. Et vraiment, c'était top. En termes de valeur, en termes de personnel, j'étais épanoui. Le plus dur et le plus important dans la vie pour moi, c'est l'épanouissement. Ce n'est pas les milliards d'Elon Musk ou autres. Bon, bref, on y reviendra. Mes difficultés, déjà, c'était les difficultés du début parce que j'avais dit, je venais d'un échec. Le 2, comme tu l'as dit très bien, je ne reviendrai pas totalement longtemps dessus, c'est que pour mon projet, il me fallait avoir des partenaires bancaires européens. J'en ai tapé à plus de 15 banques européennes pour intégrer mon système, pour présenter le projet. Et les 15 m'ont refusé. Donc j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, pourquoi on refusait. Et tout ça, ça ne m'a pas pris juste 2 jours. Hein. Ça m'a pris, on parle là d'un horizon de temps de 12-13 mois, donc 1 an, plus d'1 an. Et à force d'itérer, de proposer, et dans un concours de circonstances, je me suis rendu compte de voir une boîte française qui faisait un peu le même modèle que moi, mais ici en France. Je me suis dit, ah tiens. Et en allant dans une sorte de, comment on appelle ça, des meet-up, il expliquait son expérience et je suis allé le voir. Je dis, ah, tu fais un peu le même modèle que moi, j'aimerais bien savoir qui était ton partenaire. Et c'est comme ça qu'il m'a mis dans les contacts. Et c'est comme ça que Studeli s'est lancé. Donc, voilà un peu j'aurais pu abandonner au bout des 15 refus. J'aurais pu, voilà. Mais la détermination, la foi, en fait, de me dire, ce projet doit réussir. Il faut que j'apporte une solution coûte que coûte à ce projet. Voilà. Un point me vient, c'est justement quand les banques... Est-ce que tu t'es posé un moment, tu t'es demandé pourquoi les banques refusent? Quel est le risque qu'elles ne voulaient pas prendre? Effectivement, c'est la question que je me suis posée et j'ai compris très bien que le risque, déjà, je venais avec un prisme très africain. Ici en France, quand on parle de population, voire de clientèle africaine en général, tous les warnings deviennent au rouge, tout est vu différemment. Les risques de blanchiment, les risques... Voilà, il y a plein de risques qui vont malheureusement sur notre cher continent. Et parfois, certaines banques n'arrivent pas justement à sortir de ce qu'elles regardent dans les médias, de ce qu'elles regardent partout, pour pouvoir faire confiance à des projets comme les nôtres. Ouais.
Ok. Et justement, quand tu as trouvé le partenaire, est-ce que tu travailles toujours avec un partenaire parce que aujourd'hui, vous parlez de néobanque. Est-ce que ça veut dire que tu portes maintenant le risque tu as la structure, tu es organisé comme une banque aujourd'hui. Exactement. Est-ce que tu as encore besoin de travailler avec un partenaire bancaire aujourd'hui? Bien sûr, j'ai toujours besoin. Tous les néobanques que vous voyez là ont des banques derrière. En fait, le seul organisme qui peut ne pas avoir une banque, il faut avoir une licence bancaire. Nous, on n'a pas encore de licence bancaire. Mais on est partenaire intégré des banques et on utilise ce qu'on appelle le core banking. Donc, c'est comme si, voilà, on loue un peu en gros leur truc et on fait plutôt brander avec notre marque. Après, on apporte des solutions qu'elles n'osent pas le faire en B2C en direct. Sur toutes les activités entrepreneuriales que tu as pu prendre, est-ce que tu peux nous donner la plus forte somme d'argent que tu as perdue? La plus forte somme d'argent, c'est partout, même avec Stueli? Non, partout. Voilà. Plus forte somme d'argent que tu as perdue dans les affaires. Ouais, c'est assez personnel, mais mon premier projet, j'ai perdu à titre personnel 20 000 euros. Mon premier projet, 20 000 euros, donc de crédit en plus, que j'ai un crédit conso que j'ai pris. J'ai perdu 20 000 euros. Ah ouais? Ouais. Tu sais, quand tu dis ça, on va tu as déjà donné l'AVC à beaucoup de personnes qui nous suivent là. Et en plus, je me suis retrouvé à payer ça chaque mois. Mais comment, toi, c'était quoi ton rapport enfin, comme tu dis, c'est normal d'échouer dans l'entrepreneuriat. Quand tu as perdu autant d'argent comme ça là, tu t'es dit quoi? Tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Ce que tu te dis, c'est que je conseille aux gens dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut le faire. C'est parfois difficile. Hein. Quand tu amènes la passion, honnêtement, même si c'est 100 000 euros et tout ça, c'est vrai que ça fait mal sur le coup, mais ça aide à avoir la pilule qui fait passer facilement. Parce qu'il y en a d'autres qui ne se relèvent pas. Hein. Ils ne se relèvent pas parce que l'esprit avec lequel ils sont partis n'était pas seulement un esprit projet, c'était un esprit mercantiliste. Business, en mode je fais tel coup et tout, et c'était transactionnel et ils ont perdu et ça, c'est la débandade. Par contre, quand tu vas avec un esprit du genre, je connais des gens, il y a des jeunes que je vois souvent, ils ont des projets, parfois quand j'ai un peu de temps, je les conseille. Je sais déceler ce type de personnes. Quand tu vas vraiment avec l'amour du projet, tu peux dormir tous les nuits sans manger, travailler que sur le projet, et que tu perdes de l'argent, honnêtement, ton rapport à la perte d'argent et tout est différent de celui qui se disait, j'ai pris l'argent, j'ai misé comme au tiercé, OneIsBet ou au PMC. Tu vois, c'est différent. Parce que toi, tu as l'amour du projet. Donc, cet amour-là te dit, j'ai quand même investi dans ce que j'aimais. Et c'est vrai, j'ai perdu. Ça passe. Par contre, celui qui est venu juste en mode, je fais un coup de poker et machin. Non, lui, c'est clair. Tu vois, et moi, je n'appelle même pas ça un entrepreneur, parfois. Tu vois. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, cette perte-là, imagine-toi, je perds de l'argent en 2015. En 2016, je me retrouve en train de chercher à faire Studeli. J'aurais pu me dire, la vie est terminée. Oui, beaucoup allaient se dire, les business, c'est moi plus jamais 20 000 euros. C'est exactement, ma copine de l'époque, on se sépare et tout. Donc, voilà. Il y a des choses. En même temps, et c'est là où j'ai conjugué la chose en disant, la passion et ce que je souhaite faire, le problème que je souhaite résoudre est plus fort que l'argent que j'ai perdu par le passé par rapport à un autre projet. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Et ça aide. Le moteur, c'est vraiment la passion. Le moteur, oui. Si tu as les bonnes motivations, tu vas continuer. C'est même la meilleure motivation. Si on enlève même les milliards de Elon Musk, ce qui lui fait lever chaque matin, c'est de dire, je vais amener quelqu'un sur Mars. C'est très simple. C'est plus fort que les milliards que vous voyez sur Internet, sur Bloomberg, je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, pour nuancer ton propos, est-ce que tu connais Valère Bélias d'Argent, le promoteur d'Argent Livre. Argent Livre, c'est une maison d'édition en gros pour les auteurs africains. Il veut mettre en lumière les auteurs africains. Et lui, il a un podcast, d'ailleurs je le salue, je suis un abonné de son podcast. Et il dit souvent que lui, il a créé Argent Livre. Beaucoup de gens pensent que c'est par passion. Il dit c'est vrai que lui, il aime ce qu'il fait, mais il n'est pas particulièrement passionné par le livre. Et il juge que c'est nécessaire parce que beaucoup d'auteurs
perdent énormément d'argent parce qu'ils sont trop passionnés. Et ils ne regardent pas assez l'aspect rentabilité. Comment tu conçois ce genre de philosophie-là? Pour toi, tu dis le moteur, ça doit être la passion. Après, il faut aussi savoir que dans la vie, on ne peut pas avoir les mêmes avis que le monsieur dont tu parles. Et deuxièmement, pour moi, autant je parle de passion, mais il faut aussi savoir se détacher. Je ne dis pas une passion déraisonnée. Je ne dis pas que parce que je suis passionné, on me dit d'entrer dans ce trou, j'entre dans le trou. Non, c'est juste que le vrai moteur pour moi, c'est la passion. Parce que sans passion, je ne ferais pas ça. En fait, là où j'ai envie d'aller mener philosophiquement la chose, je l'ai déjà expliqué dans certaines chaînes, c'est de dire, quand tu vas avec passion, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, la passion te fait rester. Par contre, quand tu vas dans le moteur de rentabilité avant passion, je veux être milliardaire, au contraire, la moindre difficulté, bah, tu tombes. Je prends toujours, on reviendra peut-être sur le sujet, un gars qui fait un CDI, gagnait, je prends exemple, 4 000 € le mois. Quand il va entreprendre, supposons avec Pôle emploi, il gagne 2 000 €. Mais donc ça dit qu'il se retrouve du jour au lendemain, c'est ce que j'ai vécu. Je travaillais à la 37e étage de la tour Cœur Défense, à la Défense ici à Paris. Je me suis retrouvé le jour où je démissionne, je pars. Je me suis retrouvé, je n'avais pas de bureau, je travaillais dans un restaurant. Donc chaque jour, je venais un peu gratter une place dans un restaurant. Et je gagnais 60% de ce que je gagnais avant. Oui. Donc j'avais extrêmement perdu. Mais à ce si tu n'es pas passionné, tu peux dire, mais qu'est-ce que je fais ici en fait? Et donc c'est ça en fait. Donc, c'est là où le rapport que j'ai envie d'en venir. Tu vois. Et aussi, j'avais un plan. Je savais que les débuts vont être difficiles. Tu t'es préparé à ça? J'étais préparé à ça. Est-ce que tu étais en couple ou marié à l'époque? Oui, j'étais en couple. J'ai créé Studeli la pire année qu'un entrepreneur peut faire. J'ai fait tous les conseils que les fameux coachs YouTube disent. Il ne faut pas machin, engagement. Je me suis marié l'année où j'ai créé Studeli. Et c'est même pendant mon mariage que tu es en train de gérer cet indice-là. Donc pendant le mariage, ça se trouve, à certains moments, il était comme ça. Il valide le contrat. Non, pas comme ça. Je ne pas non, mais effectivement, c'est juste pour dire que dans la vie, je dis toujours, même à des coachs qui vont raconter sur l'entrepreneuriat et tout, il y a plein de concours de circonstances. Rien n'est figé dans le marbre. Rien. Toutes les histoires sont singulières. Chacun a sa propre histoire. Désolé de toujours prendre l'exemple de Musk qui le dit dans ses écrits et autres. Il a failli faire plusieurs fois la faillite avec Tesla. Il dormait dans l'usine. Tant quelqu'un qui a une grande usine. C'est Musk qui a gagné plus de 20 milliards, je ne sais pas, de dollars avec PayPal. Il aurait pu se dire, je m'assois, je mange dans tranquillement. Oui, s'il avait vendu une petite somme déjà. Une très grosse somme. Mais tu te retrouves à vendre autant de milliards et aller dormir dans une usine, ça n'a pas de sens. Donc, si tu regardes purement d'un point de vue prisme mercantile. Exactement. Et pas d'un point de vue passion. Voilà, parce que sa passion, c'était de dire, je veux que des gens roulent en voiture électrique et une voiture classe. Parce que, voilà, point. Et je veux montrer aux gens. Désormais, il est en train de vouloir montrer pour la Lune, je ne sais pas quoi. Voilà. C'est pour revenir à ça. C'est ça qui le drive. Chaque jour, quand il se lève. Revenons un peu sur ton CDI. Je t'ai suivi à beaucoup d'interviews dire, je ne sais pas si... Le CDI n'est pas mal non plus, parce qu'il y a une vague aujourd'hui sur les réseaux sociaux. En gros, soit tu es entrepreneur, soit tu es zéro. C'est comme ça que moi, je l'entends aujourd'hui. Mais tu as une position que je trouve plutôt intéressante de dire tout le monde ne peut pas être entrepreneur nécessairement. Chacun a sa fonction. Quel est ton rapport avec le CDI et l'entrepreneuriat? Quand un entrepreneur échoue, est-ce que pour toi, c'est pas une honte qu'il revienne faire un CDI ou quoi? Comment tu vois les choses? J'en rigole, hein, parce que j'ai plusieurs fois même dit à un de célèbres et un ami en plus, Philippe Simon, que je salue par ailleurs, et dans ma dernière interview avec lui, je lui ai proposé qu'il me garde ça. Je voulais pas qu'il coupe cette scène-là. Et parce que c'est aussi lui, il fait partie des personnes aussi qui, dans l'objectif pour eux, parfois ils ne le font pas exprès, pour promouvoir leurs activités, parce que plus ils donnent des conseils, plus ils vont vendre des trucs de formation pour des entrepreneurs, plus ils gagnent de l'argent et du coup,
sans faire esprit, ils font tellement de publicité qu'ils entre guillemets, écornent un peu le salariat. Je vais dire ça ainsi. Et du coup, dans la chaîne, justement, c'est peut-être là où tu as vu mon intervention, je lui ai dit, écoute, pour moi, je ne veux pas qu'en promouvant l'entrepreneuriat, on détruit le salariat parce que c'est antinomique. L'entrepreneur, il a besoin de collaborateurs. C'est très simple dans la vie. Et de deux, moi, je ne mets pas de hiérarchie entre les deux. Mes modèles, par exemple, c'est Tim Cook. C'est le patron c'est Amazon, de Apple. Ah, c'est Apple. Qui ne rêverait pas comme entrepreneur d'être Tim Cook? Dis-moi, qui sur Terre? C'est le salarié. Tout le monde. Moi, je sais que beaucoup veulent avoir ses millions, mais pas son emploi du temps. Bien sûr. Mais sauf que les deux c'est vont un salarié, ensemble, non? On parlait de salarié, il a un CDI. Voilà, il a un CDI. Voilà, il a un CDI. C'est un CDI. Parce que voilà. Donc, moi, je suis contre et farouchement contre tous les fameux coachs sur Internet qui opposent les deux notions. Je suis vraiment, je dis vraiment contre. Parce que quand on veut même voir leur histoire, ils ont toujours été salariés. Donc ça, je suis farouchement contre. Et je pense qu'ils le font parfois par maladresse du fait aussi d'être contraints parce que ces formations, la liberté financière, ils les vendent. Je ne tacle pas que Philippe Simon, il y a tous les autres, parce qu'ils vendent des formations. Et pour pouvoir gober son discours, il faut bien que tu sortes de ta léthargie. Quand tu es salarié, tu es tellement petit d'esprit, tu n'es pas entrepreneur. Non, tout le monde n'a pas. Je parlais de dons, de machin. Voilà, il y a des éléments de prise de risque que tout le monde n'a pas. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas ça qu'ils n'ont pas d'autres dons. C'est là où j'ai envie d'amener les choses. Moi, je vais te donner une petite histoire. C'est que moi, de ma vie, lorsque j'étais salarié, je suis très heureux et j'étais même bien épanoui. Et personnellement, si je n'avais pas rencontré l'histoire des étudiants et de ce que j'avais vécu, et qui était tellement fort, c'était plus fort que mon existence même. Parce que pour moi, à l'époque, je m'étais dit tellement j'avais galéré, et j'ai vu encore d'autres jeunes galérer. Je me suis dit, il faut même que j'arrête toutes mes activités juste pour mener ce combat. Donc, c'était plus une notion de combat. C'était même pas une notion de je quitte un CDI parce qu'il faut être entrepreneur. À la base, je suis pas né pour être entrepreneur. J'avais même pas les qualités d'un entrepreneur. Pourtant, dans ma vie, ma famille, ma mère, elle n'a jamais fait un CDI ou machin. Elle est commerçante. Mon père a eu pareil. Donc, chez nous, 95% de la famille, c'est business. Donc, j'étais le gars qui a mis la chemise, cravate pour aller au travail. J'étais content. Et parfois, même, on me titillait avec ça. On dit le fonctionnaire de la famille. Mais j'étais très content avec ces notions-là. Voilà. Mais le combat j'ai fait plusieurs écrits sur LinkedIn là-dessus. Cette rencontre, ce problème-là m'avait tellement marqué, je me suis dit, je ne veux plus qu'un étudiant vive ça. Il y avait deux façons de résoudre le problème. Un, faire un plaidoyer comme on a fait sur la tribune et aller créer des associations au Cameroun pour combattre les banques et tout. On connaît ce que ça pouvait donner. Et ou bien se dire c'est une opportunité aussi en apportant des solutions concrètes et en gagnant aussi sa vie. Et c'est ce qu'on a choisi comme le deuxième. Donc voilà. Donc je ne souhaite plus qu'on oppose les deux. Pour moi, j'ai même un ami en venant. Je fais le rapport, je sais que vous enregistrez. J'espère que ce n'est pas un problème de dévoiler que vous êtes ici dans l'enceinte d'une très grande business school qui est l'ESSEC Business School. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait cette école. Et à l'accueil, j'ai filmé l'un des logos de l'ESSEC. J'ai envoyé un ami que je lui dis souvent, j'ai envie sa vie. Il est directeur chez Lazare Paris. Je ne sais pas si vous connaissez Lazare. Moi, je ne peux même pas m'asseoir dans les restaurants tant je gagne aussi bien ma vie. Dans les restaurants, il va aujourd'hui. Il est salarié. Je lui dis que moi, on ne pèse pas la même chose. C'est un salarié. Il est épanoui. C'est vrai qu'il travaille beaucoup. Bon, en tout cas, comme moi, je n'ai pas de problème là-dessus sur le travail. Mais tu peux raconter quoi à ce gars? Qu'est-ce que tu peux venir lui dire? Je ne dirais pas son nom ici, mais c'est un Camerounais d'ailleurs brillant,
qui a fait l'ESSEC Paris, et qui, je le dis tout le temps, il se cache, il devrait faire des interviews et partager Il faut lui son dire de expérience. venir. Oui, bon, je vais lui rentre à la proposer. maison. Je vais lui proposer. Qui rentre à la d'ailleurs, maison, voilà. nous on est là, il s'assoit, on cuisine exactement. Non, mais correctement. c'est un gars brillant, c'est l'un des gars les meilleurs de notre génération, mais c'est un salarié. Il y en a beaucoup d'autres exemples comme ça. Ils sont fiers. C'est pas des gars... voilà, je pense que l'entrepreneuriat, et je l'avais dit, quand je suis arrivé en France en 2009, c'était même pas l'entrepreneuriat c'était à l'époque, avant le trading, voilà. Les entrepreneurs sont devenus les traders de 2009 avant la crise 2008, là, avant la crise 2008. Voilà, crise des subprimes. Voilà, les subprimes. Nous, on est devenus... Et pourtant, c'est plutôt des effets de mode. Bientôt, on va parler de solopreneur. On est même plus sur entrepreneur. C'est solopreneur. Bientôt, on va arriver sur une notion. C'est comme ça qu'on arrive. Le monde évolue et finalement, quid de l'entrepreneur? Qu'est-ce que les coachs vous diront? Voilà. Donc, j'ai pour dire que dans la life, il faut pas forcément envier les autres. Il faut choisir ce qu'on veut faire. Être fier de ce qu'on fait. En fait, pour moi, c'est des notions très simples. Hein. Et c'est aussi les notions basiques comme ça qu'il faut le faire. Si tu sens que tu es quelqu'un qui a une aptitude de risque, qui veut prendre ses risques, qui veut faire ci, qui veut faire... Fais-le et je suis très content de votre initiative. C'est pas... comment dirais-je? C'est pas tout le monde qui se lève... je pense que tu es salarié. En plus de ton travail, tu fais entre guillemets, du bénévolat. Puis je ne pense pas que tu gagnes des revenus sur cette activité. Non. Mais c'est parce que tu as envie de donner, de montrer. Et là, comme Philippe Simoa son temps, je lui avais dit, je te vois un talent en toi. Et toi aussi, je te dis, je vois un talent en toi. Je reçois. Voilà. Je reçois. Non, donc, voilà. Je reçois. C'est ça, en fait. Et Philippe, il m'avait dit une phrase à l'époque, et c'est la phrase que je lui repars en tous. Parce que moi, je suis un peu complexe. Je n'aime pas trop accorder les interviews. Mais je lui avais dit, mais tu as passé 3 ou 4 mois à me chasser partout. Tu m'écris, je ne te réponds pas. Tu es toujours derrière moi. Et je ne sais pas, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te motive à vouloir lancer l'activité que tu veux lancer. Il me dit, eh bien, Duplex, tu sais, comme Philippe, il ne parlait pas encore très, très, très bien. Il faut aller le voir, l'interview, le premier interview sur sa chaîne en 2018. Il me dit, Duplex, quand j'ouvre YouTube, quand je vois les noirs, c'est seulement là où ça fait rire. Dans la comédie. Mais quand je regarde business, ils ne sont pas là. Les noirs ne sont pas là où ça compte aussi. Ce n'est pas pour opposer la comédie à l'entrepreneuriat. Le divertissement, mais au business. C'est que nous, on n'est pas là. C'est un constat factuel. Et moi, j'ai envie d'être le porte-voix des entrepreneurs comme toi, d'autres, et montrer aux autres qu'on peut avoir. Je dis, Philippe, tu as la personne. On a fait 3 épisodes, pour dire. Un tournage de 3 épisodes. Et j'étais très content. Je lui ai dit, Philippe, je veux que tu deviennes le meilleur dans cela. Je veux que tu deviennes le meilleur. Et je suis très content. On voit ce qu'il a aujourd'hui. Il a réussi à se développer. Je lui ai proposé des interviews des gens après qui ont pu faire les interviews et ça a bien lancé sa chaîne. Donc voilà un peu pour moi le constat. Donc je ne souhaite plus que les gens opposent. Je souhaite que les jeunes qui nous écoutent, vous avez votre plan, fixez votre plan. C'est pas parce que vous êtes, je sais pas, meilleur cuisinier ou machin que l'autre est entrepreneur, vous allez envier, non. Faites, si vous voulez être meilleur cuisinier, faites le meilleur cuisinier. Ne regardez pas la vie des réseaux sociaux, TikTok, les Lamborghini, machin. C'est pas mon rêve, je souhaite même jamais de ma vie être Elon Musk. Je vous dis clairement. Parce que je n'aimerais pas porter sa tête pendant 24 heures. J'imaginez comment toutes les décisions, c'est 200 millions qui partent quelque part. Voilà. Ce matin, les actions un milliard, voilà. On a perdu 15 milliards. Voilà, je n'aimerais pas parce que je ne pourrais pas supporter cette adrénaline. Et je suis conscient, ce n'est pas pour dire que j'ai un petit esprit. Je suis conscient de cela. Donc vraiment, si vous êtes salarié, développez d'autres compétences, faites un certain nombre de choses, rendez-vous brillant, pourquoi pas être PDG d'Apple, c'est possible, nous sommes dans un monde où tout ça est possible. Voilà. Après, peut-être on va revenir là-dessus, c'est le give back à l'Afrique. Moi, je pense que le fait qu'on soit né, qu'on a cette couleur-ci, nous oblige à redonner à l'Afrique, qu'on soit de n'importe quel pays. L'équipe Au-delà des frontières est fière de vous présenter sa toute nouvelle communauté Telegram. Un espace dédié où vous pourrez débattre et réseauter au plus près des autres membres inspirants de la communauté. Concrètement, qu'est-ce que vous y gagnez ? Premièrement, des débats exclusifs autour des thématiques qu'on a déjà abordées sur la chaîne, telles que choisir entre un CDI et un Master SP,
comment se comporter en face d'une situation compliquée avec notre titre de séjour. Vous pourrez vous recueillir des rex des autres personnes qui ont déjà été dans ces cas de figure et pouvoir éviter de commettre certaines erreurs qui, je vous l'assure, peuvent vous coûter très cher. Deuxièmement, un accès prioritaire à nos after-work et événements privés où vous pourrez justement élargir votre réseau. Troisièmement, un contact direct avec nous et nos invités. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir comment rentrer en contact avec les invités. On a besoin des fois de leur poser certaines questions et vous ne savez pas nécessairement comment faire. Et bien là, c'est l'endroit privilégié. Nous pourrons également recueillir vos feedbacks par rapport à nos vidéos pour nous améliorer dans la qualité du contenu qu'on vous propose. Vous pourrez proposer des sujets de vidéos si ça vous intéresse et même pourquoi pas participer à certaines de nos vidéos. Vous l'aurez compris. Grâce à ce canal, nous souhaitons créer une communauté forte, une communauté de personnes qui pourra s'entraider face aux difficultés qu'on peut rencontrer à l'étranger et faire véritablement de cette chaîne le canal d'expression privilégié de vous, jeunes de la diaspora. Alors, rejoignez-nous en cliquant dès maintenant sur le lien dans la description et allons ensemble au-delà de nos frontières. Duplex, on revient un petit peu sur Studeli, on l'a vu, c'était pas facile, c'est une belle aventure qui vous avez gagné beaucoup de prix. Vous avez gagné le prix de la première fintech française en Afrique. Vous avez gagné d'autres prix, j'imagine, qui vous ont donné une certaine crédibilité, une certaine légitimité. Un certain succès vient derrière. Comment toi, c'est quoi ton rapport au succès? Comment tu gérais tout ça? Eh bien, déjà, j'étais content. Hein. Je ne peux pas faire la fine bouche. Hein. Derrière ces prix, il y a des prix pour moi qui ne sont même pas hyper médiatisés, mais par exemple, celui de la bourse French Tech, où j'ai gagné au démarrage de l'activité 30 000 € de subvention par l'État français à travers la BPI, la Banque publique d'investissement française. Donc ça, je dis aux jeunes entrepreneurs là, qui veulent, et n'oubliez pas, il y a la bourse French Tech, tapez sur Internet, allez sur BPI. Et vous aurez, c'est vrai, réel. Donc, c'est une subvention, donc vous n'avez rien à rembourser. J'ai le bénéficié de cela. Et également, le prêt d'honneur Bondinov, d'ailleurs, que je salue, qui était l'incubateur par lequel je suis passé, c'est là où ma phase d'incubation, de préparation du projet. J'ai eu une bourse, par exemple, un prêt d'honneur de 30 000 € avec 1 an de différé, dont j'ai commencé à rembourser 1 an après. D'ailleurs, même j'ai eu un différé de 2 ans même finalement. Donc, ça m'a fait 7 ans quasiment de prêt que j'avais avec eux, parce que j'ai commencé à rembourser après. Franchement, c'est les meilleures initiatives. Pour moi, je dirais même meilleures que les différents prix qui étaient les plus médiatisés, parce que c'était concret. C'était du cash qui te permettait de développer ta boîte. Donc ça, vous pouvez l'avoir. Allez sur le site de Bondinov, Innovation, de BPI, Banque publique d'investissement française. Pour moi, c'est... Du coup, le succès qui vient avec. C'est le succès qui te permet, pour moi, un succès réellement dans l'entrepreneuriat, c'est d'atteindre certaines premières étapes que tu souhaites attendre. Par exemple, de manière concrète, te voir là, c'est un succès déjà. Moi, je suis content que tu me dises ça. Je te vois, c'est un succès pour moi. Voilà, c'est un succès parce que j'ai permis, et je suis très content, je ne suis pas ton père qui a financé ou ta maman, mais j'ai aussi un peu œuvré en faciliter le fait que tu arrives dans de très bonnes conditions et qu'aujourd'hui, peut-être les auditeurs ne le savent pas, mais tu es un grand cadre dans une entreprise en France et tu comprends qu'il y a un give back à donner. Tu fais ce podcast où je viens intervenir, il y a d'autres qui interviennent. Pour moi, c'est un succès et c'est un impact. Je me suis rendu compte que le vrai impact, c'était même ça, en fait. Donc, pour moi, au-delà des nombres d'étudiants, des chiffres d'affaires que nous avons obtenus, pour moi, ça fait partie. C'est les humains derrière, c'est la vie. L'impact sur la vie des gens est concret, réel, que tu as vu. Tu vois les étudiants qui sont là aujourd'hui. Ils te disent « Ah, bonjour Duplex, c'est grâce à toi que tu es arrivé. » Voilà, justement. Et là, c'est pas grâce à moi, j'ai juste aidé à faciliter. Vous avez fait de tout le nécessaire. Je ne suis pas venu étudier à ta place. Je n'ai pas fait, voilà, c'est pas trouvé ton boulot, voilà. Mais c'est bien. Voilà. Et tu parles si on parle en termes de jalons, donc tu as eu l'impact concret sur la vie des gens. Il y a un truc qui me marque quand même, c'est que Studeli est worldwide, donc vous avez une présence quand même mondiale. Comment est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu fais pour t'implanter dans un pays? Qu'est-ce qui t'aide? Parce que concrètement, un entrepreneur, des fois, il arrive peut-être à développer son activité ici en France, mais comment tu réussis à faire en sorte de déposer un bureau ici, un bureau là-bas? C'est en fonction de la demande. Tu vois peut-être que ce pays-là, il y a un flux de beaucoup d'étudiants qui viennent, ou c'est comment?
Effectivement, je pense que tu as apporté certains éléments de réponse, notamment la demande. Il faut savoir, par exemple, un pays, je prends l'exemple de l'Inde, où on est présent depuis un an. On n'y pense pas trop. Voilà, on n'y pense nous, pas. quand on voit, si tu dis, après, nous, notre prisme Et très de Camerounais, très africain, Oui, on ne exact. va pas penser là. Et moi, je me suis toujours dit, hein, et je pense que nous, en Afrique, on a les mêmes compétences, si ce n'est même les compétences un peu plus supérieures que, entre guillemets, les autres. Désolé de faire des polémiques dans cette Non, et interview. les autres se Voilà, voient voilà, qu'il faut mais nous soulever aussi. En fait, et le problème de nous, Africains, c'est qu'on ne voit pas plus loin que certains horizons. Et moi, je suis quelqu'un qui se dit anticonformisme. Je veux voir plus loin. Quand on voit les Mark Zuckerberg, les Elon Musk, comment on l'appelle, le PDG, le fondateur de Amazon, ce sont des gens qui sont levés, ils sont pas surhumains. Ils ont dit, je vais conquérir le monde. Pourquoi nous, Africains, on ne peut pas conquérir le monde? On peut le conquérir. Ça ne va pas seulement vers les discours qu'on va dire que je vais conquérir. Les actions concrètes, c'est quand je fais cette activité de Studeli, par ailleurs, au passage, lorsque je lance Studeli, c'est la première solution de ce type-là qui existait dans le monde. Donc, il n'y avait pas ce modèle-là en innovation et autres. C'est la première. Mes concurrents allemands, d'ailleurs, que je salue, qui sont vraiment assez régulés et autres bien, ont copié cela pour faire le modèle en Allemagne. Et aujourd'hui, ce sont des grandes entreprises. La copie n'est pas mauvaise. Hein. Voilà. Quand c'est quelque chose de bien, tu copies, effectivement, ça marche. Et je me suis dit dès l'instant que, effectivement, certes, je suis camerounais, et j'ai eu des associés qui ont rejoint le projet par la suite du Maghreb, notamment du Maroc, de la Tunisie, et qui ont contribué à cela. On s'est dit, nous, Africains, on peut aussi conquérir le monde. C'était aussi une réponse, pas seulement en termes de défis, c'est parce que les chiffres s'imposaient à nous. Il faut savoir que sur 6 étudiants dans le monde, 1 vient de l'Inde. Donc, il y a 6 millions d'étudiants qui sortent, qui sont en mobilité dans le monde. Il y a 1 million vient de l'Inde qui a 1 milliard. Donc, c'est-à-dire, si tu fais un tel business et que tu ne fais pas l'Inde, c'est comme si tu n'as jamais fait ce business. Donc, concrètement, ça s'impose à toi. Et pour nous, c'était une évidence d'y être. Et c'est comme une évidence, bientôt, on espère, qu'il y a un marché encore plus compliqué, la Chine. Et nous, on commence à avoir des étudiants chinois. Maintenant, on souhaite même être présent en Chine. Donc, c'est dans ce sens, c'est pas juste un défi de dire je veux conquérir le monde. Non, on ne se lève pas. C'est parce qu'il y a des actions concrètes, parce qu'il y a un marché. Il y a tout un ensemble de schémas, de guidelines, d'éléments qui font qu'on peut aller dans un pays. On revient un petit peu reconcentrons-nous un petit peu sur l'Afrique. Regardons un petit peu le climat géopolitique actuel. On voit que le climat est quand même assez tendu. La plupart des grands pays se recentrent sur eux-mêmes. On a les États-Unis avec MAGA, Make America Great Again. L'Europe également veut refaire volonté de puissance. L'Afrique, on l'espère, les dirigeants comprennent le problème et veulent également refaire volonté de puissance. Faire volonté de puissance, ça passe par se recentrer sur ses ressources. La ressource humaine en fait partie. Et donc les étudiants, les personnes. Studeli facilite aujourd'hui le fait que les Africains viennent étudier en Europe, c'est très bien. Quel est ton point de vue par rapport au Back to Africa, entre guillemets, sur la nécessité, oui, mais on sait très clairement aujourd'hui qu'en Afrique, ce qui fait peur aux jeunes, c'est qu'il n'y a pas peut-être le travail pour eux, etc. Comment, toi, de ta fenêtre, en tant qu'entrepreneur, personne qui rencontre beaucoup d'étudiants, tu te dis quelles sont les choses qu'il faudrait mettre en place, les bonnes structures pour que l'étudiant, à la fin de ses études, soit beaucoup plus encouragé à give back à l'Afrique? Bien, la question est longue, je sais. J'espère que vous avez tous compris. Non, merci. Hein, je comprends. Elle est assez longue et justement, c'est l'un des reproches souvent on dit à Studeli, vous aider à faire la fuite des cerveaux et tout. Ça me fait rigoler souvent, mais le Back to Africa, je vais un peu me maintenir à cette notion qui fait aussi écho à Philippe Simon avec le Back to Africa qu'il a commencé. Et j'ai beaucoup soutenu cette initiative depuis le début. La première édition, il y a maintenant, je pense, plus de 3 ans, qui est pour moi l'un des meilleurs événements. J'encourage toutes les personnes, étudiants ou pas, à y aller chaque année. C'est vrai que je suis un peu moins présent sur là, mais les 2 premières éditions, en tout cas, j'y étais présent et intervenant aussi.
Et ce que j'avais dit à la deuxième édition, je suis très content que ça a été repris parce que la deuxième édition, l'objectif c'était de dire Back to Africa now. Donc c'était je prends mes bagages, je vais en Afrique, j'essaye de développer les choses et tout le reste. J'étais un peu, cette saison-là, un peu celui qui avait plutôt le discours plus nuancé et qui aimait un discours un peu plus décalé. Je m'explique. J'avais dit, j'avais même intervenu, si vous revenez sur les vidéos du Back to Africa de l'édition d'avant celle de l'année dernière, donc l'édition, disons, 2023, j'avais dit, pour moi, le Back to Africa ne veut pas dire rentrer en Afrique. C'est pas ce que moi j'ai comme notion. Voilà, physiquement. Ça veut dire aider l'Afrique par les moyens qu'on peut. Parfois, les gens se disent qu'il faut décrocher la lune pour aider l'Afrique. On ne demande pas ça, forcément. Chacun ne pourra pas contribuer de la même façon. C'est sûr. Et ça, l'histoire l'a montré. Back to Africa, pour moi, veut dire faire des petites actions, même si, petites ou grandes, dépendant de ce que tu peux, pour l'Afrique. Je prends un exemple très simple. Il y a des jeunes, je tairai les noms ici, même c'est des gens que je connais, qui de leur position, qui sont traders des Africains, Burkinabé, Camerounais et autres, vu qu'ils n'ont pas trop le temps, ils travaillent beaucoup et tout, ils investissent dans des startups africaines. Pour moi, ça, c'est du Back to Africa. Parce qu'ils savent que c'est très risqué déjà, c'est un environnement, même s'ils sont africains, ils ne peuvent pas tout maîtriser, les compliance là-bas, mais ils mettent des petits tickets. Je connais des entrepreneurs aussi un projet que j'accompagne à titre personnel aujourd'hui. Je suis investisseur et encore plus comme cofondateur aussi à FindMe. Je connais très bien. FindMe, pour moi, c'est l'un des projets phares pour l'Afrique de demain. Il y a pas mal de jeunes de la diaspora qui y investissent, qui mettent leur temps. C'est ça aussi le Back to Africa. C'est pas seulement investir. Ça peut être de dire de quelle relation tu as besoin parce que ma position me permet d'avoir telle relation. Ok, toi, cher entrepreneur, je sais que ce que tu es en train de faire, c'est un game changer. Alors, je vais te pousser si c'est pour avoir les relations avec tel. C'est comme un grand frère aux États-Unis qui est en train de me mettre en connexion avec certains de la Silicon Valley, Armand que je salue d'ailleurs. Donc, ça, c'est du Back to Africa de manière concrète. Ça ne demande pas juste d'aller créer un élevage, je ne sais pas quoi. On n'est pas obligé, on peut le faire. C'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas qu'on soit frustré de ne pas l'avoir fait de cette façon-là. Bien qu'on ne se sente pas légitime exactement. On n'aime pas l'Afrique parce qu'on n'est pas rentré physiquement. Exactement. Et donc, c'est mon combat. Et je suis très content parce que je prends cette image-là pour dire que le 2024, dans l'édition du Back to Africa, qui est organisée par Philippe Simon, je pense qu'il a aussi quelque part entendu. Parce que le thème, c'était on peut vivre en Europe et investir en Afrique. C'était ça le thème de mémoire. Mm-hmm. Et c'était complètement différent du thème de 2023. Et je suis content, je ne pense pas que c'est peut-être moi, je ne vais pas me donner tous les fleurs, mais j'avais vraiment bien intervenu, j'avais parlé de cela. Voilà, donc c'est déjà pour le concept de Back to Africa. Et pour revenir aux étudiants, entre guillemets, fuite des cerveaux, je ramène toujours cela. Je dis aux étudiants qui viennent, nous sommes dans une compétition mondiale. Honnêtement, l'Afrique n'a pas les armes. On ne va pas se mentir. Malheureusement, on n'a pas les armes qu'il faut. L'intelligence artificielle commence à être contrôlée par par les États-Unis et la Chine. DeepMind, je ne sais plus quoi, DeepSeek, ChatGPT, les mastodons là. Ils ont une avancée très, très poussée. En Afrique, on est encore embryonnaire. Ce n'est pas en s'asseyant forcément en Afrique qu'on va maîtriser tout. Donc nous, les jeunes, que nous, Studeli, ou bien d'autres, il n'y a pas que Studeli, font réaliser leur rêve de venir étudier, c'est pour venir prendre les bonnes connaissances. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Et donc, ici, ils ont déjà fait un certain nombre de choses où on est obligé de venir, de prendre ces compétences et à nous de décider si on veut rentrer physiquement, faire des choses, et c'est excellent, ou bien
on veut aider étant à distance. En se servant des compétences qu'on a apprises. Liker, ici. par exemple, les posts et commenter, encourager un entrepreneur, c'est une aide. On demande Les pas gens la- simplifient. Les gens simplifient, mais ça c'est la porte force. la portée du message. Ça fait- Donnez-nous la force. Voilà, Donnez-nous la exactement, force. exactement. Donc, c'est là où je tiens à attirer l'attention parce que les gens se disent toujours il faut avoir le milliard, il faut machin, il faut rentrer. Non, on n'est pas obligé. Donc, les jeunes que Sudeli fait venir, il y a plein de jeunes qui ont créé des boîtes. Je suis très content et je les encourage. Et vous qui avez fait un podcast, c'est excellent. Je vous encourage. Je suis venu à votre afterwork et autres. Il y a d'autres qui font des très belles choses. Il y a d'autres même qui sont rentrés au pays, travailler au pays. Ça, je les encourage. Et c'est une très bonne chose. Tout C'est ça, quelque ce chose de sont des personnel. actions Ce pour sont aider des l'Afrique. actions concrètes. Donc, il ne faut pas que les uns et les autres soient frustrés. Voilà. Et on ne doit pas frustrer aussi les autres. Ok, j'entends bien ta position. C'est assez clair. Merci Duplex. Merci, Alf. Merci pour ton temps. Vraiment, on espère que tes activités vont continuer à prospérer dans le bon sens, que tu vas encore faire pour pouvoir faciliter la mobilité de beaucoup nombre d'étudiants, africains ou pas. Et voilà, on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés. Bye.